Être décisif ou déléguer. Parce que quand tu veux te positionner comme sauveur absolu, non seulement ça t'épuise, mais un jour tu te rates et tu tombes de ton piédestal. Quand on voit dans les accompagnements les gens qui ont du mal à déléguer, c'est qu'ils ont du mal à se faire confiance, c'est-à-dire qu'ils peuvent lâcher des choses qu'ils font très bien, parce qu'ils disent « mais si je lâche tout, je ferai quoi ?» Mais quand t'as pas d'appétence pour la délégation, la réalité c'est que t'as pas d'appétence pour la réussite d'équipe, ou la réussite d'entreprise. On a pas mal de gens qui nous demandent un peu c'est quoi la recette en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce que les autres font. En fait, tout ça, c'est une question d'équilibre. Alors, j'ai mis du temps à trouver cet équilibre-là, mais c'est respiration. Et c'est pas des respirations de j'ai 3 semaines de tunnel et 1 semaine de respiration. C'est des petites respirations que j'ai tous les jours. Est-ce que pour toi, il y a des domaines ou des parties de ta boîte où tu penses que c'est pas délégable et que c'est normal? Peut-être. La partie que je déléguerai pas, c'est le sale job. Virer des gens, ça peut être du sale job. Et ben ça, tu délègues pas. C'est quoi le défaut de l'autre? Le plus gros défaut de l'autre? Non, galère pas à trouver un défaut, ça va faire fake. Non, je galère à l'expliquer. En fait, quand il m'a proposé le sujet, il m'a dit alors le sujet auquel j'avais pensé, c'est être décisif ou délégué. Et je lui ai dit mais c'est pas ça la bonne phrase. Je lui ai dit la bonne phrase, c'est être décisif en déléguant. Merci à tous. Tu veux donner une petite conclusion? Non, j'ai envie de raconter ma vie. Bonjour à tous et bienvenue dans Punch Time. Je m'appelle Félix et avec Jean, nous formons le duo de coach Punchy. Et depuis 2018, nous accompagnons des dirigeants aussi talentueux que Romain, ici présent. Et dans Punch Time, on essaye de mettre des mots sur les dilemmes de la vie du dirigeant. Donc aujourd'hui, on accueille Romain Charles, qui est le CEO de Lucky Cart, qui est une start-up de retail média. Romain, je te laisse la main. N'hésite pas à rectifier ta présentation. Et puis, une fois que c'est fait, à nous annoncer le thème du jour, parce que Jean n'est pas au courant. On a tout préparé tous les deux. Donc, Romain Charles, je dirige une société qui s'appelle Lucky Cart, qui est une société de retail média qui travaille dans la grande distribution alimentaire. On accompagne les grandes marques et les grandes enseignes dans le développement du retail média personnalisé. Et donc, je suis coaché par mes amis Quick et Fluke depuis maintenant un peu plus d'1 an. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Ouais. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, il faut que je donne le sujet. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on va parler. ça simplifierait un petit peu ma tâche. On ne sait pas. C'est vrai. je sens la crainte dans ton regard. Non, donc le sujet, qui est très bien choisi, c'est être décisif ou délégué. Ça doit ramener quelques souvenirs, normalement. Ça ramène à peu près 80, voire 90% de tous les accompagnements qu'on a fait. Car je pense que tout de suite, il faut essayer de sortir du manichéisme du sujet, du être décisif au départ et déléguer ensuite. Je ne sais pas comment toi tu le vis parce que tu as quand même pas mal d'employés. Tu as essayé aussi manager plus dans des grandes enseignes qui t'ont appris un certain type de management aussi. Procter, L'Oréal, il me semble. L'Oréal, ouais. Voilà, donc tu pourras nous en parler aussi. Et nous, on a beaucoup de dirigeants qui sont ou dirigeantes qui sont hommes ou femmes orchestres. Moi, j'entends dans votre question aussi à quel moment on délègue et en fait à quel moment on sent qu'il faut vraiment déléguer parce qu'en fait nos dirigeants ils ne sentent pas quand il faut le faire. C'est dans nos accompagnements qu'on amène beaucoup ce moment de mais allez, vas-y, etc. Il faut déléguer et du coup il y a plus d'imaginaire sur ce que peut être la boîte et la personne s'est mise dans une forme de routine de en fait ma vie ça va être ça et en fait je suis juste chargé comme une mule de ouf et c'est tout quoi. Le point qui est hyper important, c'est que comme fondateur ou dirigeant d'entreprise ou même patron d'une équipe, on a toujours un peu, comme tu le disais, cette pression, soit pression du temps, soit pression du résultat, et on a tendance à aller au plus simple et au plus rapide, c'est d'être décisif. Mais finalement, la bonne question, c'est ça veut dire quoi d'être décisif, quoi? Ça veut dire quoi d'être décisif dans son quotidien, dans son job, dans son équilibre vie perso, vie pro et par rapport à son équipe? Je pense que c'est déjà ça la bonne question à se poser. Toi, quand tu as repris du coup Lucky Cart, donc tu as découvert aussi un environnement start-up, il y avait déjà des fonds d'investissement qui étaient avec toi, tu as repris Lucky Cart, tu avais besoin aussi, je me souviens plus exactement dans quelle situation la boîte était, mais en tout cas, tu avais besoin de performer, ça c'est certain. Est-ce que tu as voulu être décisif toi-même directement ou tu t'es tout de suite mis à déléguer, ça a été ta priorité? Alors, c'est hyper intéressant parce que je pense que ça peut être plutôt un bon équilibre entre les deux. Si tu veux être décisif tout seul,
soit tu t'épuises rapidement, soit tu crames les gens et en même temps que tu te crames toi-même et du coup, tu crames ta boîte. Donc, je pense que c'est un bon équilibre. Parce que être décisif, c'est aussi montrer que c'est possible et c'est aussi montrer l'exemple. Et c'est à la fois potentiellement motiver les équipes en étant décisif, faire avancer ta boîte et, comme je disais, donner l'exemple. Maintenant, c'est aussi hyper important de les déléguer et de déléguer rapidement. Pourquoi ? Parce qu'un chef d'entreprise, un fondateur, un entrepreneur ou même le patron d'une équipe, son premier rôle, c'est d'être la boussole de l'équipe, de montrer le cap, de montrer la vision et de s'assurer qu'on ne se détourne pas de cette vision. Est-ce que des fois, on n'est pas tenté d'être décisif ? C'est une question biaisée parce que je crois qu'on l'a vu, mais tout simplement pour se rassurer. On veut être le sauveur. On veut être le sauveur et du coup, on a envie d'être décisif tout de suite, tout le temps, pour tout. Je pense qu'il y a plusieurs problématiques derrière ça. Il y a une problématique d'ego. On a créé sa boîte, on a tout donné pour sa boîte. On ne comprend pas pourquoi les autres ne donnent pas autant d'énergie, autant de temps, autant de passion que nous dans la réussite de cette boîte. En fait, juste, c'est des salariés. Ils n'ont pas de part dans la boîte. Donc, ils ne peuvent pas donner autant d'énergie et de passion. On ne peut pas leur demander la même chose. Donc, ils ne peuvent pas être autant décisifs. Et du coup, on veut se positionner comme le sauveur absolu en permanence. En fait, c'est épuisant. Parce que quand tu veux te positionner comme sauveur absolu, non seulement ça t'épuise, mais un jour, tu te rates et tu tombes de ton piédestal. Et ça peut être difficile pour ton ego. Là-dedans aussi, sur le même sujet, je pense qu'il y a une problématique de court terme. Être décisif, c'est très court-termiste. Déléguer, c'est se développer son équipe. Donc, c'est plutôt pour des ambitions et des résultats à moyen et long terme. C'est ça la problématique, à mon avis, d'être trop vite ou trop souvent décisif. Et toi, par rapport à ton parcours, est-ce que tu as eu cette tentation-là ? Quand est-ce que tu as senti que là, tu étais dans ta limite d'être décisif ou tout de suite, tu as eu cette appétence pour la délégation ? Je te demande ça parce que nous, on a des gens qu'on accompagne qui ont au début pas d'appétence pour la délégation. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu cassés les dents en recrutant quelques personnes, en déléguant un petit peu, en recrutant soit des gens qui pensent être bons pour eux, mais en fait, ils recrutent plutôt des choses, des manques, des compétences dont ils manquent, plus que des compétences qui pourraient fitter avec eux. Ils osent pas trop demander, notamment les tâches qu'ils considèrent être moins nobles, ou les vrais besoins pour faire plaisir, tu vois, pour satisfaire un peu les gens, pour être aimé aussi parfois. Thématique qui revient souvent dans nos accompagnements. Et du coup, ils savent pas bien faire, donc ils ont l'impression qu'ils sont pas bons, que c'est pas fait pour eux, et donc ils se disent c'est pas fait pour moi la délégation. Toi, comment ça a été ton rapport à ça ? Je vais être un peu blunt. Mais quand tu n'as pas d'appétence pour la délégation, la réalité, c'est que tu n'as pas d'appétence pour la réussite, ou la réussite d'équipe, ou la réussite d'entreprise. Tu vas rester en solo, tu vois. Parce que si tu délègues pas, tu peux pas te créer une équipe. Donc, tu peux pas créer une boîte autour de toi. Donc, tu peux pas créer la réussite. Tout peut pas reposer sur toi. T'as pas d'appétence pour la délégation, t'as pas d'appétence pour la réussite. Reste tout seul, sois solo entrepreneur. Et j'ai pas de souci avec ça, hein. Il y a des gens qui sont brillants et qui réussissent très très bien en étant solo entrepreneur. Mais c'est un choix. J'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que c'est le premier job, en fait. C'est le premier job. Je pense que ce que je te disais, chez moi, le péché originel, c'est que dans mon tout premier job de management, je pense qu'on parle de 2003-2004, donc il y a un peu plus de 20 ans. J'étais en CP. Ça me rajeunit pas. Mon péché originel, c'est que je sais plus qui me l'a dit ou comment on me l'a formulé, mais dès mes premiers pas de manager, on m'a dit tu dois manager et former tes équipes pour que les gens deviennent meilleurs que toi. Et au début, j'ai pas cherché à comprendre cette phrase, je l'ai juste achetée. Et depuis plus de 20 ans, quand je manage mes équipes, quand je manage des gens autour de moi, je fais tout pour qu'ils deviennent meilleurs que moi. Du coup, au moins, t'es pas emmerdé. Il n'y a pas de question d'ego. Il n'y a qu'une question de réussir. Je veux les voir réussir autour de moi. Et plus ils réussissent, plus je réussis, plus la boîte réussit. Oui, mais alors du coup, la question, parfois, tu sais, on a peur, on a un peu un syndrome de l'imposteur en tant que dirigeant ou dirigeante. Parfois, on a envie de garder un peu ces quelques précarés pour se rassurer. En tout cas, on le voit dans nos accompagnements. En quoi, toi, tu pourrais témoigner que ça fonctionne et que ça t'affaiblit pas et que ça te rend plus fort de faire ça? Après, il y a des choses assez basiques. Si on regarde, moi, j'ai un profil école de commerce et marketing-vente. Alors, bien sûr, j'ai géré un PNL, j'ai géré des équipes logistiques ou finance, mais mon background, c'est marketing-vente. Dans mes équipes chez Le Kikart aujourd'hui, plus de la moitié de mes employés ont un background ingénieur.
j'ai une grosse équipe tech, j'ai une grosse data science, une grosse équipe data science. Je suis pas capable de coder 2 lignes. Heureusement que je sais déléguer, par contre. Parce que si je délègue pas à mes ingés, au patron de la data, au patron de la tech, au patron du produit, je sais rien créer, moi, par moi-même. Je sais travailler une vision, je sais travailler des stratégies. Mais derrière, je sais pas coder. Donc, en fait, juste mon job, c'est de travailler la vision et d'aligner mes N-1 sur cette vision et qu'on travaille tous ensemble la stratégie. Et ensuite, je leur délègue cette partie-là de la réussite. Est-ce que je coupe l'herbe sous le pied? Est-ce que tu as déjà vu dans tes équipes une équipe dans laquelle tu avais un manager qui ne savait pas du tout déléguer? Et si oui, si ça te rappelle des souvenirs, qu'est-ce que ça donne? Oui. En fait, ça arrive souvent. Ça arrive souvent sur les gens qui ne savent pas manager ou les néo-managers. Pourquoi? Parce qu'ils ont tendance à pas ou peu déléguer, et quand ils délèguent, ils micromanagent. C'est bien. À la limite, il vaut mieux pas déléguer plutôt que déléguer et micromanager. Est-ce que tu pourrais préciser à quoi ça ressemble du micromanagement? C'est-à-dire que tu vas lui demander de faire une tâche et tu es toujours derrière lui, à regarder ce qu'il fait, comment il le fait, à le relancer, à lui demander des comptes. Du coup, tu crames du gaz, tu lui montres que tu n'as pas confiance en lui, tu passes ton temps à travailler ça avec lui et c'est une catastrophe. Et du coup, c'est un vrai problème parce que tu vas retomber sur cette bonne question de je sais pas déléguer, mais si je sais pas déléguer, et ben du coup les gens vont ne faire que ce que je leur demande de faire et sur lesquels je les suis. Du coup, j'avance moins vite. Comme j'avance moins vite, je suis pas en ligne avec les objectifs et les résultats. Du coup, je cherche à être décisif et je fais tout par moi-même. Je crame les équipes. La boîte avance moins vite. Comment tu as rattrapé le coup sur si tu as un souvenir qui te revient plus spécifique? En fait, c'est un peu dur ce que je vais dire parce que je vais faire encore une espèce de mauvais stéréotype, mais je pense qu'il y a un gros écart entre les profils qui sortent d'écoles de commerce et les profils ingé. Les profils qui sortent d'écoles de commerce, ils n'ont pas commencé à travailler, qui veulent déjà tous manager, tu vois. Bon, il faut déjà un peu les cadrer, quoi, tu vois, les freiner là-dedans. Et ensuite, on leur apprend le management, ils voient des managers, puis ils veulent tous être managers. Les profils qui sortent d'école d'ingé, il y en a une bonne moitié, ils veulent pas manager. L'autre moitié ne sait pas manager. En fait, c'est notre rôle de les former. Donc, le premier rôle qu'on a, nous, en tant que leader ou manager, c'est de former nos équipes à manager. Ça s'improvise pas, le management ou le coaching et donc la délégation. C'est peut-être un petit peu trop tôt dans l'interview, mais... Ben non, moi je pensais passer aux solutions. Okay. Si c'est vers là que tu as envie d'aller. Exactement vers là que j'avais envie d'aller. L'idée, c'est d'aller vers le fait de trancher, de se positionner et d'essayer de donner des billes, des clés aux gens qui nous écoutent sur comment procéder pour bien équilibrer du coup entre une posture d'être décisif et en même temps de délégation. Ouais, je reviens dessus, mais je fais un petit pas en arrière avant d'aller aux solutions. Vas-y. C'est pour la fluidité du podcast. Enfin, c'est pour vous. C'est cadeau, c'est offert. Non, mais c'est le pourquoi déléguer. Le pourquoi déléguer, il est fondamental parce que la réussite à moyen et à long terme passe forcément par la délégation parce qu'elle passe forcément par la montée en puissance de vos équipes. Et déléguer, c'est faire confiance, c'est faire grandir les gens et c'est du coup avoir beaucoup plus de force vive et active autour de soi pour grandir en tant que groupe. Et je dirais, pour parler de notre expérience à nous, déléguer, c'est aussi se faire confiance en tant que dirigeant. Quand on voit dans les accompagnements, les gens qui ont du mal à déléguer, c'est qu'ils ont du mal à se faire confiance, c'est-à-dire qu'ils peuvent lâcher des choses qu'ils font très bien, parce qu'ils disent « mais si je lâche tout, je ferai quoi ?» Exactement. Et ça, effectivement, c'est un bon point parce que, en fait, c'est que tout ce que vous allez pouvoir déléguer va faire monter en puissance vos équipes et leur donner confiance et ils vont réussir. La boîte va avancer presque sans vous. Ce qui vous laisse, vous, plus de temps à travailler sur des questions encore plus stratégiques et visionnaires qui vont vous permettre d'aller chercher la prochaine grosse étape pour votre boîte. Puis il y a un autre truc, c'est là où je disais, moi, j'ai pas le temps que de travailler. Hein. Je suis marié, j'ai 3 enfants, je fais du sport tous les jours, j'ai plein de passions. J'ai pas le temps que de travailler. Donc, il faut que je délègue pour libérer mon agenda parce que je priorise aussi ma famille et le sport. Donc, c'est pour ça que c'est important de déléguer. C'est un équilibre de boîte, c'est un équilibre pour ses équipes, c'est un équilibre personnel. C'est quelque chose qu'on essaie de beaucoup d'insuffler dans nos accompagnements, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint. Tu as besoin de le faire dans un équilibre. Et beaucoup de gens se jettent là-dedans dans la perspective d'une revente, pas forcément trop tardive, on parle de 5 ans, de 10 ans. Ils se disent, OK, je peux vraiment mettre all-in et je mets tout sur le taf pendant un certain temps et après je mets ma famille à l'abri, je suis tranquille. Et cette idée-là, bien qu'elle soit parfois vraie dans le scénario, dans les faits, ça amène à
travailler dans de mauvaises conditions et du coup à être moins lucide et à prendre de mauvaises décisions. Donc, ce qu'on conseille dans ces cas-là, c'est d'être au maximum dans un mode de vie qu'on pourrait garder pendant 40 ans. Avant d'arriver sur les solutions ou les techniques ou les tips que tu peux nous donner de ce que tu as ce que tu as appris dans ton expérience, est-ce que tu peux juste nous expliquer pourquoi c'est si important d'avoir ton équilibre personnel, Mm. de faire du sport, d'avoir du temps, de pas faire, une politique horaire, de 7h-22h au travail? C'est pas exactement notre sujet, mais pas loin parce qu'en fait, c'est dans être décisif, en fait, tu as une notion d'être décisif qui est un peu différente de ce que vient de dire Moi, je Félix trouve que c'est dedans, c'est très Ouais, ouais. connecté. C'est si tu as pu déléguer, alors tu peux te permettre de régler ton équilibre. Si tu délègues pas, alors t'es juste l'ouvrier de ton taf, quoi. Mais tu sais, on a pas mal de gens qui nous demandent un peu c'est quoi la recette en fait? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce Ouais, que les autres font ouais. pour être bon en fait? Et aujourd'hui, bah, moi je mets un max de travail, un max d'exigence de moyens. Toi, tu me parles d'une forme d'exigence de résultat, mais en fait, il y a quoi dans ta philosophie qui sous-tend ça, dans ta philosophie de la réussite? C'est hyper important, c'est que quand tu es entrepreneur ou chef d'entreprise, peu importe, tu vois, ou que tu as une grosse équipe, enfin, faut se projeter, on va dire, entrepreneur ou chef d'entreprise. Ta vie professionnelle, elle est pas 2, 3, 4, 5 ans, quoi. C'est long. C'est un marathon. Sauf que c'est un marathon de plein de petits sprints. Je sais pas comment bien expliquer ça. C'est ni vraiment un pur marathon où tu te mets à ton rythme endurance peinard, ni un sprint, parce qu'autrement tu exploses en plein vol. En fait, c'est une série de petits sprints. Mais ça veut dire que cette série de petits sprints, il y a des moments de repos. Il y a des moments de repos pour ton corps, il y a des moments de repos pour ton cerveau. Et moi, je m'efforce, j'ai une hygiène, entre guillemets, assez précise là-dessus, c'est que tous les soirs à 18h, j'arrête. Parce que de 18 à 19 ou de 18h30 à 19h30, je fais mon sport. Et mes équipes le savent, me cale pas de meeting à ce moment-là. Je débranche, je fais mon sport. Et à 19h30, je dîne avec ma famille. Par contre, effectivement, vers 21h30, je m'y remets. Mais et je conseille ça à personne, hein. C'est mon rythme Mm. à moi, celui qui me convient hyper bien, qui me permet de souffler. Et le matin, c'est pareil. Moi, il y a 2 ou 3 matins sur 5 où j'amène mes enfants à l'école. Et ça prend pas beaucoup de temps, mais ça me fait du bien d'amener mes enfants à l'école. Et en fait, tout ça, c'est une question d'équilibre. Alors, j'ai mis du temps à trouver cet équilibre-là, mais c'est respiration. Et c'est pas des respirations de j'ai 3 semaines de tunnel et 1 semaine de respiration. C'est des petites respirations que j'ai tous les jours. Et alors, si tu n'avais pas ces respirations, qu'est-ce que tu ne pourrais pas faire en tant que dans ton rôle de dirigeant? Alors d'abord, je pense que je serai un très mauvais manager parce que je serai très agressif avec mes équipes. Parce que typiquement, le sport tous les jours, il me permet d'évacuer cette espèce de surplus d'énergie qui se transformerait en surplus d'énergie négative. Ça me permet d'être plus posé, de faire mon sport tous les jours. Mmh. Il y a une autre chose, c'est que justement, d'avoir ces respirations, ça te permet de faire ce petit pas de recul. Ce petit pas de recul qui te permet de regarder ta boîte, tes équipes, toi-même, avec un peu plus de distance et du coup de regarder cette partie vision, stratégie. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Et d'avoir cette respiration qui te permet de réfléchir et de pas être tout le temps dans l'opérationnel. J'ai pas de souci avec les gens. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans la vision et la strat et d'autres beaucoup plus dans l'opérationnel. Mmh. Mais c'est encore une question d'équilibre. Quand tout doit venir de cette vision et de la strat, c'est la base de tout, c'est ta boussole. Et ensuite à l'opérationnel. Et du coup, ce petit pas de recul, cette respiration, me permet de m'assurer que la vision et la strat sont bien là. J'ai plusieurs questions. La première, c'est qu'est-ce que tu dirais là à un entrepreneur? Parce que je pense que j'en connais parmi les gens qu'on accompagne qui vont se dire: «OK, sympa, mais moi je délègue pas trop mal sur tel truc, mais il y a ça et ça dans ma boîte, je peux pas le déléguer». Est-ce que pour toi, il y a des domaines ou des parties de ta boîte où tu penses que c'est pas délégable et que c'est normal et qu'il y a des parties qu'il faut surtout pas, chercher à transmettre? Peut-être. La partie que je déléguerai pas, c'est le sale job. Virer des gens, Mmh. ça peut être du sale job. Mmh. Et ben ça, tu délègues pas. La plupart des choses, je pense, que sont entre guillemets délégables. Mais le sale job, aller voir son board pour expliquer que tu es loin du budget, c'est le sale job. Tu délègues pas.
Tout le reste, tu peux déléguer. Même, certes, la gestion d'un gros compte, par exemple, sur laquelle peut-être la boîte repose temporairement, où il y a une forte dépendance économique. Comment tu gérerais ça? Tu délègues. Tu délègues. Ça veut dire pourquoi? Parce que tu fais confiance en tes équipes. S'ils sont là, si tu les as recrutés, c'est que à tes yeux, tu estimes qu'ils ont le niveau. Et donc, tu leur fais confiance. Et donc, tu leur montres que tu leur fais confiance. Si tu leur délègues pas cette partie-là, c'est que tu vas pas leur montrer que tu leur fais confiance. Donc, tu leur fais pas confiance. Même la stratégie et la vision? La stratégie, pas tout seul. Tu peux pas déléguer complètement, mais moi, je le fais pas tout seul. Ok. Je travaille avec les gens qui ont... encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont plus calibrés vision et strat, d'autres qui sont plus calibrés opérationnel. Dans mes équipes, les gens qui sont plus calibrés vision strat, la vision et la strat de la boîte, je la travaille avec eux. J'avais la deuxième question qui se prolongeait dans ta réponse. Du coup, comment tu abordes cette relation de confiance? Comment tu amorces justement cet acte de délégation pour que ce soit pas du micromanagement et en même temps pour que ça parte pas complètement en noisette? Je vais partir sur un de mes exemples, Procter. Je me rappelle dans un training que j'avais fait, où il y a un de mes patrons de l'époque qui m'avait parlé de emotional bank account. Bank account? Ouais. All right, Cette espèce bank account. ton compte courant D'accord. émotionnel, tu Ok. vois. Et il nous expliquait que quand il avait une nouvelle personne dans son équipe, cette personne partait avec un crédit émotionnel positif, super positif. Et si tu faisais des bonnes choses, ce crédit émotionnel continuait à grossir. Et si tu faisais de la merde, ça se réduisait petit à petit, jusqu'à un point où tu pouvais passer débiteur. Et là où il commençait en fait, à faire du micromanagement, à challenger, en rentrer dedans, c'est quand tu étais débiteur. Mais surtout, ce qui était hyper intéressant, c'est ce choix au départ de se dire, il arrive dans mon équipe, par défaut, je lui fais confiance. Et on est dans une grande entreprise, donc quand la personne arrive dans son équipe, c'est pas forcément lui qui l'a recruté, c'est pas forcément lui qui l'a mis là. Mais s'il est arrivé là, c'est qu'il le mérite. Donc par défaut, il lui fait confiance. Et c'est un choix. Et je fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire que quand tu arrives dans ma boîte, que ça soit N-1, N-2, 3, 4, peu importe, stagiaire, si tu es là, je te fais confiance dès le départ. Et en fait, si tu veux, c'est beaucoup plus, ça enlève un énorme poids pour la personne. Un point qui est super important, déléguer, c'est pas donner à son padawan, son N-1 ou peu importe une tâche à faire et tu lui dire, allez, yallah, bonne chance, on se revoit dans 6 mois. C'est pas comme ça que ça marche, la délégation. Donc, la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu as toujours un œil bienveillant. Tu vas pas faire du micromanagement. Tu vas pas lui demander des comptes tous les jours ou tous les 2 jours ou toutes les semaines. Mais t'es pas loin. Et il doit sentir cette protection qui est pas très loin, qui est pas là, qui est pas fliquante, mais qui est pas loin. Tu lui fais confiance, tu le laisses faire, tu lui dis, il n'y a pas de souci. Si tu as besoin, tu viens me voir. Et je préfère que tu viennes me voir et que tu prennes 30 minutes de mon temps plutôt que tu passes une demi-journée à chercher une réponse que potentiellement tu trouveras pas. Et même si tu mettais une demi-journée à la trouver, je préfère qu'on prenne 30 minutes tous les deux pour la trouver. Donc, si tu veux, la délégation, c'est tu lui fais confiance, mais c'est aussi être ultra bienveillant. T'es pas loin, t'es pas dans le flicage, mais t'es pas loin. Est-ce qu'il y a une différence dans la délégation avec ta garde rapprochée? C'est-à-dire avec les gens de ton codir ou peu importe comment on peut l'appeler. C'est des sujets qui sont cruciaux dans nos accompagnements, de reconstituer ou de constituer des gardes rapprochés solides, proches de la culture du dirigeant, loyales et efficaces. Okay. Comme je l'interprète de 2 manières, ta question, je vais faire 2 réponses. La première, c'est que généralement, ma garde rapprochée, je travaille avec eux depuis suffisamment de temps pour avoir une relation avec eux qui est différente de gens qui sont un peu plus loin dans mon râteau hiérarchique. Et c'est-à-dire que quand je délègue à ma garde rapprochée, comme je les connais normalement plutôt bien, je vais avoir une manière de déléguer ou d'être proche d'eux qui va être un poil différente parce que je vais pas faire des points de passage assez récurrents avec eux parce qu'on a l'habitude de travailler. Je prends l'exemple de Nicolas, qui est le patron de la strat et du marketing de mes équipes. On travaille ensemble chez Procter. On se connaît depuis des années. On a les mêmes habitudes de travail. Quand je délègue quelque chose à Nicolas, j'ai pas besoin de mettre en place des points de passage
Parce que je sais que généralement, il va partir dans la bonne direction. Et de toute façon, s'il se pose des questions, il va venir me voir automatiquement. Donc, finalement, c'est assez simple et fluide. Donc, ma garde rapprochée, c'est plutôt ça. Ma garde qui est moins rapprochée, avec qui j'ai moins l'habitude de travailler, je vais être obligé de mettre en place des points de passage pour m'assurer qu'ils vont dans la bonne direction, qu'ils brûlent pas de gaz inutilement, co, et qu'on s'assure que le résultat soit. Il faut mettre ces garde-fous en place quand même pour qu'ils continuent à se développer en toute confiance. Le deuxième, c'est que par contre, avec ma garde rapprochée, je suis certainement plus dur. Et je suis certainement beaucoup plus exigeant. Parce que je les connais, parce que je sais ce qu'ils valent et je sais ce qu'ils sont capables de développer. Et souvent, comme c'est ma garde rapprochée, je veux qu'on soit irréprochable. Et ça, c'est un peu ma kryptonite dans la délégation. C'est que j'ai toujours quelque chose à redire. J'ai toujours un next step. J'ai toujours un truc où dire, on va réfléchir et comment on pourrait améliorer, tu vois. C'est rarement, j'ai rarement cette capacité à dire, c'est parfait, bravo. Quand je le fais, généralement, c'est parce que je veux qu'on avance, mais même si j'ai vu quelque chose qu'il fallait encore améliorer. Ça, c'est un peu ma kryptonite. Mais avec ma garde rapprochée, je suis beaucoup plus challenging. Mais du coup, tu m'as rajouté une petite question sur le comment on constitue sa garde rapprochée. C'est une super bonne question. Le premier point de sa garde rapprochée, pour moi, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que ma garde rapprochée, c'est des gens qui vont pouvoir m'apporter un style, des compétences, qui soient des compétences techniques ou peu importe, que je n'ai pas ou que je n'ai pas suffisamment. Donc ma garde rapprochée, c'est avant tout de la complémentarité. 2, c'est de la confiance réciproque, qui fait qu'on est capable d'aller en avant au combat. Les 2 points cruciaux, fondamentaux pour moi de ma garde rapprochée, c'est ça, complémentarité, confiance. Tu mentionnes avec la complémentarité le fait qu'il y a des compétences qu'on n'a pas du tout quand on vient du commerce. Et on a beaucoup de nos clients qui travaillent dans la tech. Quel conseil tu donnerais pour aider à manager des profils très tech qui ont du mal à déléguer, soit qui n'ont pas envie, soit qui ne savent pas trop le faire, soit qui n'ont pas d'appétence pour le faire. Enfin, tout ça se rejoint un peu. C'est quoi les conseils pour aborder ce type de management face à un profil qui le dit en général, hein, qui a ses caches sur voilà, ouais, j'aime pas trop ça. C'est marrant parce que j'ai eu cette problématique il y a peut-être 2 ans dans mes équipes avec les managers qui avaient un background tech. Et en fait, ce qu'on avait mis en place, on avait mis en place une routine 2 fois par mois où on se faisait 1 heure avec tous les managers avec background tech où on a abordé un sujet de management et de coaching. Et du coup, l'enjeu, c'était qu'ils s'alignaient et on se retrouvait tous et ils venaient avec un sujet ou un enjeu de management ou de coaching qu'ils avaient. Et l'objectif, c'était de trouver des réponses et en discuter tous ensemble et de trouver des réponses. Comme un groupe de co-développement, en fait. Ouais. Et en fait, on le faisait exactement comme ça. Et ce qui était super intéressant, c'est que la plupart du temps, j'avais même pas à parler. Ouais. Parce qu'en fait, je lançais le truc, ils venaient avec leurs problématiques, et du coup, ils se faisaient un ping-pong où ils rebondissaient entre eux sur, ben voilà comment je fais, ah bah oui, c'est une bonne problématique, parce que chez moi, ça se transforme comme ça, ben oui, mais j'ai un début de réponse et tout. Et en fait, en discutant entre eux, la plupart du temps, ils arrivaient à trouver toutes les solutions. Et du coup, derrière, moi, je remettais une petite couche derrière, mais à peine. Et en fait, j'en faisais ce groupe de discussion, parce que souvent, en fait, ils ont la réponse en eux. Et ils ont pas ce réflexe. Autant ils ont par exemple, le réflexe de se faire un stand-up meeting, de se caler, de parler de problèmes tech, de bugs et trouver les solutions. Et en fait, l'approche managériale, c'est exactement la même. Sauf que c'est pas de la tech, c'est de l'humain. Et tu te poses, tu parles de ton problème, / de ton bug, et tu vas trouver la solution. Et souvent, la réponse, c'est pas forcément toi qui l'as. Tu vas la chercher chez ton collègue à côté, quoi. Ouais. Écoutez, messieurs, le temps file vite. On va passer à la phase punchline. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse chacun définir une phrase ou un groupe de phrases. Pour certains, si on a du mal à être synthétique, un peu. Je me sens pas du tout visé. Qui, A raison. qui rassemble un peu ce que vous retenez de cette discussion. On peut pas se passer de déléguer rapidement quand on est dirigeant d'entreprise, sinon c'est qu'on n'a pas d'ambition. J'ai essayé de le faire en une Franchement, phrase. voilà, t'es pas mal. Hein, ouais. Je dirais déléguer, c'est créer un cadre avec pour ingrédient principal la confiance. Moi, ma punchline, elle est vite vue, puisque en fait, quand il m'a proposé le sujet,
Il m'a dit, alors le sujet auquel j'avais pensé, c'est être décisif ou délégué. Et je lui ai dit, mais c'est pas ça la bonne phrase. Je lui ai dit, la bonne phrase, c'est être décisif en déléguant. Punchline parfaite. Je lui dis, je le note dans la punchline. Je le note dans le mail récap. Comme ça j'avais rempli ça, quoi. Parce que ce qu'il faut qu'on dise, c'est que dans tous les accompagnements, à chaque session d'accompagnement qu'on fait, on écrit chacun un email qu'on envoie à la fin. Ouais. Et donc, on note nos petits trucs et tout ça. Ça nous permet aussi de mieux écouter et de moins parler. On est très bavard. Alors maintenant, Uppercut, est-ce que tu nous as préparé des petites questions un peu tricky c'est la partie non préparée où Jean et moi, on se laisse cueillir par tes questions. Oui, alors au début, j'ai regardé, j'ai essayé de préparer des questions. Et je m'étais dit, par exemple, c'est quoi être décisif en coaching et tout. Puis je me suis dit que peut-être ça pouvait être chiant. Peut-être, oui. Du coup, je me suis dit, c'est quoi le défaut de l'autre? Ah. Le plus gros défaut de l'autre? Bah, on vient de tomber dessus, un peu verbeux peut-être. Au sens qui peut faire des réponses à rallonge. Mais c'est un défaut uniquement pour moi, parce que je sais assez rapidement où il veut en venir, parce qu'on aborde très souvent les mêmes sujets depuis des angles différents, sauf qu'en face, on a un interlocuteur qui a besoin d'avoir le déroulé complet. Et moi, du coup, je m'impatiente un peu derrière mon écran. Non, galère pas à trouver un défaut, ça va faire fake. Non, je galère à l'expliquer. Sans vexer. Quelqu'un aurait un style? Non, je dirais que ton défaut peut-être, c'est que tu as une forme de force et de fragilité en même temps, et que c'est que parfois on voit pas ta fragilité. Et que ça peut être un défaut parce que ça peut surprendre. Les autres peuvent être surpris par ta fragilité. On la voit trop tard. Exactement. En fait, et du coup, ça peut être mal interprété, ça peut être pris comme forme de radicalité, alors que c'est pas du tout le cas en fait. Et donc en fait, parfois, on a un peu besoin de ton mode d'emploi. Oui, sinon c'est un coup à tomber sur une mine. Lundi matin. Je connais, je maîtrise maintenant. Ouais, t'as plus la notice qu'avant, ouais. Ce qui m'amène à ma deuxième question. Pour moi, alors je vous connais maintenant, donc c'est assez facile, mais même, je riais tout à l'heure de ta vidéo où tu ressembles à un ours là, mais justement, par certains aspects, votre duo, il est improbable. Et je me suis dit, comment vous êtes rencontrés? Ah, c'est drôle. Il y a eu plusieurs étapes dans la rencontre. Première étape, Jean a 13 ans, joue dans la cour de l'école au foot et je me prends les ballons dans la tête parce que moi je suis à côté avec mes copines et que j'ai pas envie de jouer au foot. Maintenant je joue au foot, j'aime bien, mais à l'époque j'aimais pas. Donc on a été dans le même collège-lycée. C'était le meilleur ami de mon grand frère. Donc on s'est croisés à de nombreuses reprises sans avoir pour autant de lien particulier. Et puis c'était plutôt vers 20 ans, l'âge où on picolait pas mal aux soirées de mon frère justement, où Jean est venu vers moi, m'a posé pas mal de questions sur ma trajectoire. Moi on vient d'un lycée assez élitiste où on nous pousse plus vers la prépa que vers la fac, et les écoles techniques ça n'existe même pas. Et moi je suis parti en école de théâtre, je me suis inscrit sur rien en post-bac, etc. Et donc ma démarche l'avait intrigué, il m'a posé pas mal de questions. Et au final, on a déclenché un temps de travail tous les deux, tous les dimanches, où Jean préparait un spectacle en one-man show. Moi, j'étais metteur en scène à l'époque. Et je l'aidais à sortir une partie de son identité qu'il n'exprimait pas au travail parce qu'il était chez EY en audit financier. Et donc, il se faisait un peu... Ça rigole bien. Ouais, il se faisait un peu chier, puis surtout, ça collait pas du tout à sa personnalité, quoi. Ça peut être une voie d'épanouissement pour certaines personnes, mais pas pour lui. J'en profite pour faire un gros bisou à mes anciens collègues d'EY que j'aime beaucoup et qui m'ont un peu mis le pied à l'étrier pour qu'on puisse lancer nos premières formations. Donc, je tiens à dire que quand même, ça m'a permis de lancer notre première société et que c'était pratique. Et pour revenir à notre rencontre, effectivement, tout ça, le spectacle qu'on préparait, c'était un prétexte en fait à la conversation qu'on a toujours aujourd'hui. Et ce qui est fantastique, c'est vraiment de faire naviguer notre identité, pouvoir évoluer avec en compagnonnage d'une conversation super bienveillante mais très exigeante, un peu comme on a dans les accompagnements, vraiment. Et de se dire, bah, en fait, on est toujours en mouvement. Et moi, c'est ce que j'ai appris vraiment aux côtés de Félix, c'est de ne pas me dire, ça y est, je suis arrivé. Parce que j'avais vraiment ce mythe-là, tu sais, en arrivant en école, me dire, ça y est, je vais être arrivé, je vais avoir le boulot, le machin et tout. Et en fait, on bouge en permanence et on continue à bouger. Ce qui fait qu'on a l'impression d'être frais, quoi, un petit peu. C'est agréable. Voilà, c'est un peu ça notre rencontre. Ok.
Trop bien. On va faire une petite conclusion. Merci Romain pour ce que tu nous as apporté. C'est un format un peu atypique qu'on essaye de présenter avec Punchtime, avec un peu un rétro interview. En fait, on t'a posé masse de questions parce que tu es une mine d'or sur le management, clairement. Tu as vraiment du talent à cet endroit-là. C'est pas pour tirer les pompes, c'est que on le constate dans notre accompagnement que c'est clairement pas sur ça qu'on bosse, quoi. On t'écoute à cet endroit-là, on apprend vachement. Et c'est un sujet où je trouve que c'est assez touchy. Le management. Il n'y a pas vraiment de. On a un client qui dit s'il y avait une seule manière de manager, à la Fnac, il n'y aurait qu'un seul bouquin. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, il y en a 4000. Ouais. Donc, ça demande de trouver sa façon de faire. Et c'est vachement inspirant d'écouter ceux qui se sentent bien, en fait, dans l'exercice. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui en souffrent. Et clairement, comme vous l'avez compris, c'est une clé pour la réussite. C'est vraiment nécessaire. Et c'est une clé aussi pour une autre forme de réussite qui est la qualité au travail pour soi-même et puis pour les gens avec qui on travaille. Mm. Voilà. Merci à tous. Tu veux donner une petite conclusion? Non, j'ai envie de raconter ma vie. L'autre jour, je marchais dans la J'ai envie de dire merci à Romain, Vas-y. qu'on est super content de l'accompagner, qu'il a un style de management et de leadership où il y a son identité, il a ses opinions, et ça, c'est ça qu'on aime bien aussi chez toi. C'est pour ça qu'on avait envie de t'avoir dans l'interview. On a vite pensé à toi parce que ouais, tu te crées des convictions fortes, tu es capable de te remettre en question, et ça, c'est cool. Et tu es performant aussi. Ce qui est un peu le fond de tarte de quand même tous nos accompagnements, c'est qu'on ne serait pas là s'il n'y avait pas, mine de rien, cette excuse de la performance. Merci à tous d'avoir écouté ce contenu jusqu'au bout. C'était Punchtime. Vous nous retrouverez bientôt dans un prochain épisode.